Alexandre Pampalon. OK. Deux gens qui viennent, qui ont ouvert cette année, on pourrait parler cet été, c'était la saison 1, on pourrait dire, de la Maison des Cageux qu'on a pu voir quand on vient à Lanoraie, là, sur la 138. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On est présentement, justement, sur un cageux. Qu'est-ce que c'est? C'est un radeau? Qu'est-ce que c'est? Un radeau, ça s'appelle une cribe. La cribe faisait partie d'une cage, un train de bois, et il rassemblait 200 cribes ou radeaux pour former cette cage et qui partait de Gatineau pour aller à Québec, en fait de l'Outaouais plutôt, parce que Gatineau n'existait pas. Donc ça partait de l'Outaouais pour aller à Québec et de Kingston par la suite aussi en même temps pour aller à Québec, passait devant ici à Lanoraie et avant de se rencontrer, en fait, passer le lac Saint-Pierre qui était l'enfer des cageux. Là, je vois, c'est une construction massive en bois. C'est une reconstitution ou c'est quelque chose que vous avez récupéré, que vous avez récupéré, vous avez retrouvé? C'est une reconstitution d'un radeau à un quart de la grandeur et un quart... OK. En fait, un 16e de la grandeur parce qu'ils étaient énormes. Nous voulions faire ce patrimoine vivant pour exposer le radeau sur le fleuve parce qu'éventuellement, ce radeau-là, qui est sur la remorque en ce moment, va aller sur le fleuve pour parler de ce métier qui a parti toute l'économie canadienne. Oui, parce que là, si vous me parlez de Gatineau, ça partait des forêts. C'était le bois qui était de l'Outaouais, qui était des forêts, et ça s'en venait. Donc, si on comprend bien, qu'est-ce que vous m'avez expliqué, il n'y en avait sûrement pas juste un. Là. Il y avait beaucoup de personnes braves, puis il fallait qu'ils vivent sur ce radeau-là pendant une certaine période pour amener la charge. Là. Ils vivaient pendant 2 mois. Ils partaient justement des forêts de l'Outaouais. Le bois était rassemblé en cage et en radeau pour faire une cage, en fait. Et il partait justement de Hull, si on peut mettre un point précis, pour aller jusqu'à Québec, pour alimenter l'industrie, l'industrie navale, en fait. Ouais. Les Anglais d'Angleterre qui étaient en fait leur armada de guerre. Et Isabelle peut nous parler un petit peu de l'historique. Quand est-ce que c'est parti? Bien, toute cette aventure des métiers des cageux est rattachée à l'ère, on va remonter le temps, hein? Ouais. On va craquer l'horloge 200 ans plus tôt, même un petit peu plus. Et là, on est en 1806. Okay. Et Napoléon Ier, qui là veut conquérir des grands territoires, va vraiment tomber devant un ennemi juré qui est le roi George III, le roi d'Angleterre. Mais le roi d'Angleterre, sa force, c'est la flotte navale, fait que c'est le Royal Navy. Et il a besoin de bois pour les mâts, pour les esparres. Et c'est un petit futé, Napoléon, il va faire un blocus qui va empêcher l'Angleterre de s'approvisionner en bois. Donc l'Angleterre va se retourner vers ses colonies, ouais. Et dont le Canada. Et le Canada, avec ses immenses pins blancs qui n'avaient jamais été exploités, c'est les plus grands arbres de la forêt du côté de l'Est canadien. Si on parle à l'époque, c'est des 200 pieds de haut, là. Quand on parle d'un mât, un mât de misaine, ça peut être 90 pieds de haut. Fait que c'est pas n'importe quel arbre et ça doit être bien droit. Tu sais, on peut s'imaginer ça. Oui, oui. Et dans le fond, c'est les pins blancs. Fait qu'on est assis actuellement sur un radeau fait de pins blancs. Et ce fameux cribe dont on parlait, dont Alexandre parlait, quand même, ça pèse 40 tonnes. Là. Celui d'origine. Puis on en rassemblait 200. Fait qu'on peut imaginer là, un truc incroyable. C'est 7000, 8000 tonnes qui flottent de bois, en train de bois jusqu'à Québec. Puis ils vont rester là-dessus pendant plusieurs mois. Donc, ce radeau est plus petit parce qu'on va aller sur la route. Ouais. Et dans le fond, est accessible, mais c'était bien plus grand. Il faut dire que le pain flotte. Oui. Alors, parce que c'est la différence entre la sève et la résine. Donc, le pain blanc va flotter. Et oui, il va y avoir quand même l'exploitation, pas l'exploitation, mais en fait, il va y avoir aussi les chaînes qui vont être prisées. Donc, il va y avoir souvent des bases de pain blanc et par-dessus, ils vont mettre du chêne parce que le chêne ne flotte pas. Il va
tombé dans l'eau. Et d'ailleurs, on en retrouve encore des plançons parce qu'il est tombé à l'eau. Et ce radeau, en fait, lui, il est constitué de tout du pain blanc. Parce que oui, il pouvait avoir aussi du pain blanc au-dessus puis en dessous. Mais en gros, c'était le pain blanc qui flottait avec du chêne pour la construction navale aussi. Et quand ils sont arrivés, finalement, pour récolter des pinèdes extraordinaires qui étaient vierges, c'est des forêts qui n'avaient jamais été exploitées. Donc, des arbres qui ont 300, 350 ans, mais c'est des cycles, hein? Donc, on est dans la vallée de l'Outaouais. C'est une immense pinède, mais aussi autour des Grands Lacs. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps du côté des Grands Lacs pour commencer la préparation des radeaux. Disons peut-être un 20 ans, 30 ans, mais à la fin, finalement, de ces deux couloirs et du côté de l'Est, dans le fond, du Haut-Saint-Laurent et du Haut-Outaouais, ça va descendre. Et on a 2000 cages qu'on va accueillir à Québec chaque année pendant le 19e siècle. On est vraiment dans la période dorée, mais c'est de l'exploitation, c'est des coupes à blanc, là. C'est incroyable et c'est sûr que tu voulais partager... je voulais partager aussi combien de bateaux attendaient à Québec. Combien de bateaux attendaient pour s'engorger de tout ce bois-là pour partir pour l'Angleterre? Combien de bateaux? 1200 voiliers. Donc on est vraiment, c'est la plus grosse, la plus importante marchandise qu'on envoie outre-mer. C'est la première source de revenus du pays. Et donc, pour nous, le métier de cageux, c'est un peu celui qui a été remarquablement oublié, si je me permets l'expression de Serge Bouchard, et qui, dans le fond, a affronté des dangers, enfin, c'est un marin, mais c'est aussi un homme des forêts, parce que... C'est un aventurier. C'est un aventurier, un grand voyageur, un des derniers voyageurs. Oui. Si vous êtes d'accord, on va continuer à l'intérieur, puis on va parler de vous un petit peu aussi. Donc, c'est une lampiste. Donc, on a des petites lampes originales, c'est elle qui les a fait. On en parlera. En fait, notre expo qui s'appelle les Cageux en lumière est notre première expo. Et ce printemps, l'été prochain, en fait, on fait une nouvelle expo. Et c'est la Galerie des Cageux. Sous la plume d'Honoré Beaugrand, parce qu'on est dans le pays d'Honoré Beaugrand avec la Norée. Donc, on va parler un peu comment Honoré Beaugrand a intégré le métier d'eau des cageux à l'intérieur de sa littérature, dont la principale qu'on connaît avec la chasse-galerie. C'est ça. On est rendu à la maison des cageux, à l'intérieur, avec deux gens passionnés, Isabelle et Alexandre. Moi, la première question que j'ai à vous poser, tantôt, avant de commencer l'entrevue, on a parlé que vous veniez de la région de Gatineau et vous venez vous installer ici. Je voudrais savoir un peu votre parcours, qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous... Tu sais, là, puis après ça, on mettra le lien avec la maison des cageux. Puis qu'est-ce que toi, Isabelle, je peux me permettre que je dise toi? Oui, absolument. Toi, Isabelle, bien là, j'ai su, et je trouve ça passionnant, tu es un artiste. Tu es dans la sculpture, dans les pièces imposantes, c'est ça que je comprends? Tu fais une sculpture... je ne dirais pas le mot gigantesque, mais grand format, on pourrait dire comme ça. Oui, donc je fais de la sculpture, je fais de la peinture sous verre, donc c'est une façon pour moi de parler, de partager un peu ce qui me passionne. Puis l'art, c'est tellement fluide, c'est tellement quelque chose qui, tu sais, tu peux aller un peu partout, dans toutes sortes d'univers. Puis les cageux, je les ai rencontrés dans cet univers-là. C'est-à-dire que quand on fait de la sculpture sur pierre, c'est tellement long à préparer qu'on choisit le sujet. Un peu comme quelqu'un qui fait un film, il va travailler pendant tellement longtemps dessus, des années, qu'on cherche vraiment un sujet qui va nous nourrir pendant tout ce temps-là. Et cette sculpture, Dompteur d'écueil, qui est actuellement au musée de l'Auberge-Sim dans le secteur Elmer à Gatineau, est une sculpture qui m'a pris quand même 2 ans de travail. C'est une demi-tonne. Et ça prend des muscles, hein, c'est pas mal d'énergie faire ça. Mais les cageux sont tombés dans ma soupe. C'est là où j'ai fait « Wow, mais quel esprit d'aventure! » Puis c'est là où ça a commencé. Quelle histoire! Quelle histoire! Parce que comme tu disais tantôt, c'est quelque chose qui est méconnu. Oui. Ce 2 ans-là t'a permis de réfléchir, de penser, de faire de la recherche sur ce sujet-là. Et rencontrer plein de personnes, et à travers ça,
c'est là où je dirais cette passion, on l'a amenée à une autre étape ensemble, Alexandre et moi, parce qu'en étant médiateur culturel, on a voulu, nous, on a appris quelque chose, mais on a voulu partager. C'est exactement ça, parce que le médiateur, lui, veut partager. Et on a vu l'ampleur de cette histoire qui est oubliée, parce que ça fait plus d'une centaine d'années que ça n'existe plus. Donc, oui, moi, en tant que réalisateur, producteur, musicien, j'ai trouvé, en fait, une partition, si je peux dire, un intérêt qui a été partagé avec Isabelle par rapport, oui, à la sculpture, l'intégration de musique et de vidéo, de poésie. En tout cas, on a brassé les cartes artistiques au début et on a vu que c'est un intérêt et c'est une histoire qui doit être partagée avec le Québec et que c'est une identité pan-québécoise, oui, pan-canadienne aussi, qui montre le sens de survie et la résilience des hommes et des femmes, parce qu'on parle ici des cageux, des rafman, mais il y a eu aussi des cageuses, des femmes, oui. Alors, pour moi, c'est un moment très romantique parce qu'il y avait des voiles. On peut s'imaginer les grands tableaux quand on se promène dans les musées. Et on est dans cet univers-là, fait que l'univers marin. Donc avec des ancres, avec des rames, être à l'extérieur, on est face à la tempête parfois, mais parfois aussi à des magnifiques couchers de soleil. Moi, c'est cet univers où on a les deux pieds dans la nature qui m'a vraiment parlé. Vous auriez pu faire ça à partir de l'Outaouais, parce que vous me disiez tantôt, que c'est là qu'on a parlé tantôt, ça partait de l'Outaouais, alors ça se rendrait jusqu'à Québec, mais il y a une raison, comme vous parliez d'Honoré Beaugrand, mais il y a une autre raison aussi. On est à l'entrée du lac Saint-Pierre et il y avait les personnes avaient à vivre, les cageux avaient à vivre des situations périlleuses quand ils étaient rendus ici. En fait, ici, c'est le point de rencontre des cageux du Nord, qu'on appelle, qui partaient de l'Outaouais, et les cageux du Sud qui partaient de Kingston. Donc, le point de rencontre à Lanoraie-Berthier, juste avant le lac Saint-Pierre. Et le lac Saint-Pierre, pour les cageux, c'est l'enfer des cageux, à cause des tempêtes et d'énormes vagues. Quand la cage elle-même, elle est tirée par le courant jusqu'à Québec. Oui, ils mettaient des voiles parce qu'à partir de Montréal, le vent souffle vers Québec, mais à arriver au lac Saint-Pierre, ils faisaient des prières. C'est une mer, là. Oui, ils portaient même des scapulaires pour se protéger de cet enfer. Il devait y avoir des morts, là. Il devait y avoir des pertes de vie dans cette période-là. Ouais. Et on le voit dans les journaux, donc à travers les recherches qu'on a fait, accompagnés d'historiens, d'ethnologues, on a été vraiment dans plein de métiers. On a découvert des journaux de la petite patrie, on peut les nommer, où on parle justement des naufrages importants. Et une des peintures qu'on pourra voir tantôt, c'est Krigoff, qui a été invité au pavillon donc de l'Exposition universelle de Paris quand le Canada a été créé. Et une des toiles majeures, c'est le lac Saint-Pierre, où tu vois une cage qui est complètement démantelée en plein dans l'œil de la tempête. Et ces fameux cageux vont s'attacher au mât. Donc, ils ont tellement peur de tomber à l'eau, si à tout le moins le radeau où ils sont n'est pas démantelé, ils vont survivre parce que le radeau avec les pins blancs flotte. Ouais. Mais c'est ça la peur, c'est de tomber à l'eau parce qu'on ne sait pas nécessairement nager. Dans des tempêtes comme ça, on est perdu. Le froid. Ouais. C'est penser que ça part du mois d'avril au mois d'octobre, même novembre. Donc, si au mois de juillet, on aime aller se mettre le pied dans l'eau du fleuve... Mais froid pareil. Il faut dire que sur la toile, il s'attachait au mât et ça nous rappelle les Ulysses, comme Ulysse s'attachait au mât. Donc, tu as l'appel du lac Saint-Pierre qui était criant, si on peut dire, et pour se protéger, parce qu'un radeau flotte, oui, il va se démanteler, donc c'est dans l'espoir qu'il ne se démantèle pas, il passe à travers la tempête, il s'attache au mât, et ces Ulysses passaient à travers le lac Saint-Pierre il se croisait plus que les doigts, là. Il était en prière, oui, il y a eu beaucoup de morts. Et c'était tout un périple de passer là.
C'est dire qu'ils n'avaient pas tant de contrôle que ça du radeau. On n'est pas motorisé. Donc, on est vraiment dans une embarcation qui est immense. On parle d'un demi-kilomètre de long, 500 mètres, par 60 mètres de large. Donc, c'est plus gros que tout ce qui flotte sur le fleuve. Tout le monde doit se déplacer autour quand ça arrive. Mais quand il y a la tempête qui est là, ben, la tempête est plus forte que tout. Donc là, c'est là où le radeau, c'est comme un tapis de bois qui va onduler sur le fleuve. Oui. Et quand ça arrive, ben, les gens, ils ne se voient même plus d'un bord à l'autre du train de bois. Il faut voir cette réalité-là. Sur le train de bois, il y a de l'équipement. Fait qu'on peut avoir la cambuse, là où on prend la nourriture. Oui. Il y a aussi des petites maisonnettes où habitent les cageux. Ces maisonnettes n'ont pas plus que 4 pieds de haut. On doit rentrer à 4 pattes pour rentrer dans les chambres à coucher, si je peux me permettre. Oui. Mais c'est pas très confortable. C'est pas des 5 étoiles, là, on s'entend. Donc, on est vraiment dans un univers où il y a une centaine de personnes sur chaque cage. C'est des rameurs. Oui, il y a une hiérarchie. Tu as un maître de cage. C'est un peu le patron de la place, de la plateforme, de l'île flottante. On pense à Joux-Montferrand, c'en est un. Du côté du nord, du côté du sud, on pense à Aimé Guérin, très connu à la Prairie. Donc ça, c'est vraiment là, deux alter-égaux, mais qui n'ont pas vécu tout à fait à la même époque. Joux-Montferrand, on a plutôt des peintures. Aimé Guérin, on a des photos. Hein, c'est pour dire qu'on n'est pas à la même époque. Mais c'est dire que ces maîtres de cage vont avoir aussi des pilotes sous leurs ordres. Des pilotes où, quand on va diviser le train de bois, quand on passe dans des endroits plus dangereux, par exemple en dessous du pont Victoria, quand on arrive au Rapide de la Chine, donc ça c'est pour les cageux du Sud, là il y a des pilotes pour chaque groupe de radeaux. Et donc le maître de cage voit la supervision de tout ça, puis on va réassembler ces groupes de radeaux ensemble à plaid. Donc du côté de l'Outaouais, on va avoir des glissoirs. Imaginez une dizaine de fois à partir du lac Témiscamingue jusqu'à Montréal où on désassemble la cage, on la réassemble après la chute ou le rapide ou un goulot plus étroit de la rivière. Mais c'est dire, c'est un travail infernal. Infernal, là. Et là, quand on est arrivé tantôt, il y avait une maquette avec des petits cageux. Et là, vous m'expliquiez que c'était un des premiers cageux. Comment c'était enroulé? Est-ce que les gens c'était des volontaires? C'était des... Tantôt, vous me parliez de pilotes. Est-ce que c'était des gens... On donnait l'expérience. Comment était choisi? Il y avait même une personne noire. On parle de 200 ans. Oui, on parle de choses, d'une réalité différente. Là. On n'est pas dans l'inclusion sociale comme on avait dans le temps. On est aujourd'hui. Là. On ne connaissait pas ces mots-là. Non, on ne connaissait pas ces mots-là, oui. En fait, c'est ça. C'est que c'est Philemon Wright, qui est un Américain, qui est arrivé... en Outaouais et qui a parti de l'industrie. En fait, c'est un cultivateur et faute en fait, de réserve et d'argent, ben, en fait, il a construit une première cage avec 50 radeaux, dont il est arrivé là avec 5 familles, dont une famille de noirs, en fait, en 1800. Donc, c'est en 1806 qu'il a construit le premier radeau qui s'appelait Colombo. Et ce radeau est parti avec 5 personnes, ses fils, et London Oxford, qui était noir, qui, avant même la guerre de sécession, c'était un homme libre. Ils sont partis de Hull, ils ont pris Montréal, le nord de Montréal, pour enfin passer. Ils ont testé la route, autrement dit. Oui, et en fait, le premier test de la route, Lac-Saint-Pierre, ils sont arrivés à Québec. Et c'est comme ça que l'industrie est partie. Évidemment, il y a eu des entrepreneurs qui ont entrepris la chose. Plus industriel. Oui, en fait, c'est ça. Et comme Isabelle disait, bon, le nord et le sud a pris une ampleur après 20 ans que le nord est parti. Et quand il passait les différents rapides, au fur et à mesure qu'il y a eu l'expansion de l'industrie, il y avait des points où des personnes prenaient charge, comme à Kanawake, les Mohawks prenaient charge du radeau parce qu'ils connaissaient les rapides de la Chine. Comme on a des pilotes ici, là, encore. Là. Exactement, il y a des pilotes à différents endroits, dont des cageuses. Donc, il y avait des femmes amérindiennes qui prenaient le contrôle des radeaux et de la cage pour passer les rapides.
Donc, c'est vraiment un esprit d'aventure, de courage, mais il faut connaître aussi son fleuve. Il faut savoir par où le passer, éviter des hauts fonds, des rochers. Donc, en fait, c'est vraiment une danse avec le fleuve. Et quand on pense que le bois va faire, rendu à Québec, un autre 5000 km pour arriver à l'île d'Angleterre, on peut imaginer à quel point c'est juste démentiel quand l'arbre est coupé, tout le chemin qu'il va faire pour arriver au port de Liverpool. Ouais. C'est incroyable. Et là, je vais vous ramener à vous. Tantôt, on parlait d'aventure, de choix et tout. Donc, la décision de s'en venir à Lanoraie, c'est par rapport à l'histoire, oui, mais il faut vous veniez à Lanoraie, il faut que vous trouviez une maison, il faut que vous trouviez, vous osiez dire, on croit au projet assez qu'on s'en vient demeurer ici, puis qu'on s'en va présenter cette maison ici. Là, donc, c'est une aventure pour vous aussi. Là. Comment vous vivez ça? Arrivé ici la première fois, l'an passé, vous vous êtes promené dans Lanoraie, vous avez regardé, vous avez dit on a fait comme les cageux, on s'est promené, puis on s'est trouvé. C'est quoi votre motivation de venir ici, dans le fond? Bien, on a fait les deux rives du fleuve. Et bien, on est retourné à Gatineau, puis un jour, il y a comme un appel, je sais pas si c'est un appel, mais je me suis dit, je vais aller voir à Lanoraie. Et en prenant la route de l'autoroute jusqu'ici, on a remarqué tous les deux, nous avons remarqué qu'il y avait des grands pins blancs. Donc, premier signe pour nous qui était révélateur, parce que les pins blancs sont vraiment la source de tout du projet. En fait, c'est même une source, Isabelle va nous en parler par rapport aux Amérindiens et aux Iroquois. C'est un arbre sacré, en fait, le pin blanc, et c'est pour les Iroquois en particulier. Donc, c'est vraiment une charge symbolique extraordinaire. Fait quand on rentre dans une pinette de pin blanc, c'est un peu comme une cathédrale. Oui. C'est magnifique. Alors, ça nous a parlé. Ça, on est à tâtons. Puis après ça, on arrive... En fait, il y a la maison qui date de 1860. Donc, c'est en plein dans l'ère des Cageux. On était à un coin de rue du fleuve où les Cageux se rencontraient du sud et du nord. Donc, tous ces points ont fait en sorte que c'est ici qu'on devrait s'installer pour parler de cette histoire avant qu'il y ait un grand musée. Parce que nous, ce qu'on voit, là, on voit que cet appel de l'histoire doit être vraiment ponctué dans un grand musée. Nous, c'est un laboratoire muséal qu'on peut appeler. Il y en a des gens qui vont dire que c'est un musée. Mais non, on va être... Une maison d'interprétation, mettons, on pourrait dire. Une première porte. Ouais. Puis en fait, la pertinence de la maison des Cageux sera tout le temps là. Parce que faire des radeaux, tu sais, c'est pas nécessairement le rôle d'un musée. Fait qu'on va toujours être dans l'aventure. C'est un peu notre... Donc, c'est le point 1, là. On parle de l'étape 1. Mais vous faites ça vous-même, là. Moi, qu'est-ce que je veux? Tout à fait. Vous n'avez pas reçu à date comment je peux vous avez reçu de l'aide peut-être locale, c'est pas ça que je veux dire, mais au niveau du ministère et tout, votre projet, c'est vraiment par vous, là. C'est vraiment... Mais, je vous dirais, c'est des ponts qu'on crée de façon régulière, même depuis 10 ans, parce que quand on parle de la reconnaissance, juste des métiers de cageux, puis le petit frère, c'est le draveur. C'est sûr qu'on a travaillé avec l'Assemblée nationale. Donc là, il y a une motion qui a été adoptée il y a peu de temps, à l'automne passé, pour reconnaître ces deux métiers comme des personnages historiques de grande importance. Une autre étape, c'est qu'on a, je dirais, un peu comme un gâteau. On a fait des tranches de cette histoire-là sur les cageux, puis on a dit, le Colombo, c'est un événement important historique pour le Québec. Donc là, on a été faire une demande au ministère pour reconnaître cet événement comme étant historique. On a été chercher une autre tranche comme les navires radeaux. Les navires radeaux, il y a eu tellement de bois à Québec à une époque qu'on a construit des vaisseaux qu'on pouvait apporter en Angleterre, mais qu'on démantelait pour apporter encore plus de bois. Ça, il y en a eu deux. C'est des bateaux monstrueux, les plus gros bateaux, les plus gros voiliers au monde encore, et qui ont été faits à l'île d'Orléans. Donc, on parle du Columbus et le baron de Renfrew, mais ça découle du bois carré, des plançons, de ce que les cageux amenaient à Québec. Donc, une autre tranche. On a été faire une autre tranche sur l'invention du glissoire à radeau. Donc là, donc le ministère a beaucoup de dossiers ouverts pour, je dirais,
donner plus de reconnaissance à ce que le Québec a comme exploit en lien avec cette époque-là. Et c'était la première source du Canada de revenus. Oui. Donc, on ne peut pas passer à côté. Le fleuve, c'est l'artère du pays. Donc, quand on parle de qu'est-ce qu'on a véhiculé sur le fleuve, le bois est incontournable. Vous êtes passionnant. Non, mais c'est bien, vous êtes passionnant et passionné, je trouve ça merveilleux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a découvert à travers un auteur qui a vraiment parlé de cette histoire durant l'ère des Patriotes. En fait, la guerre des Patriotes en 1837, c'est Jules Verne. Il a écrit un livre qui s'appelle La famille sans nom. Tu me permets de le prendre? Oui. Je le prends. Oui. Et juste à côté de je vais vous lire un petit extrait qui nous a émerveillés. 1888-89, il écrit dans son livre... Un vieux livre. Oui, donc ça c'est notre Bible, si on peut dire. Ici, il parle, on appelle cage en Canada, des trains de bois, comme je vous expliquais, des cages, composées de 60 à 70 cribs. À partir où la débâcle rend le fleuve à la navigation, nombre de ces cages le descendent vers Montréal ou Québec. Elles viennent de ces immenses forêts de l'Ouest qui forment une des inépuisables richesses de la province canadienne, alors qu'on se figure un assemblage flottant émergeant de 5 à 6 pieds, comme un énorme ponton sans mât. Il est composé de troncs qui ont été équarris sur des lieux mêmes par la hache du bûcheron, ou débités en madrier et en planches par les scieries établies aux chutes des Chaudières, sur la rivière Outaouais. De ces trains, il en descend ainsi des milliers depuis le mois d'avril jusqu'au milieu d'octobre, évitant les sauts et les rapides au moyen de glissoires construites sur le fond d'étroits canaux à forte pente. Là, si quelqu'un de ces cages s'arrête à Montréal pour fournir un chargement des bâtiments qui les transportent dans les mers d'Europe, la plupart dérivent jusqu'à Québec. Donc ça, Jules Verne, qui parle de cette industrie, ce métier de cage et ses propos des Raffman, des cageux. Et dans ce livre, il y a des gravures faites par des Français. Et il y a des gravures de cage, donc c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et cette époque-là, Jules Verne va camper l'histoire, parce que c'est un roman historique en même temps. Le récit va être campé durant l'ère des Patriotes. Et quand on lit ça, on a parlé tantôt de la grandeur des cages, là. Ils vont cacher à l'époque, les Canadiens français, des munitions, de la poudre, des fusils sur les cages, alors que parfois, bien souvent, les cages appartenaient à des barons anglais. Donc, c'est dire à quel point ça a été un moyen de communication, les cages. C'est des îles flottantes, c'est des villages flottants. Donc, on va retrouver là je dirais, des noyaux importants là, de la communauté. La Noraie, on voit dans l'histoire de Jeanne la Fileuse où il y avait des membres de la communauté qui montaient en Outaouais. Ils vont bûcher durant l'hiver. Ils vont tellement s'ennuyer au jour de l'an qu'ils vont revenir en chasse-galerie, ça c'est une légende. Ouais. Mais en fait, l'été, on revient après avoir encagé le bois, puis on revient avec les cages vers Québec. Mais donc, l'histoire de Jules Verne vient camper ça à l'ère des Patriotes. Et c'est particulier, donc on apprend. C'est merveilleux. Si vous êtes d'accord, on va faire un petit tour, mais je ne veux pas tout montrer, parce que je veux que les gens viennent vous voir. Là, vous êtes des conteurs et des animateurs merveilleux, c'est pas un défaut, c'est une qualité, bravo. À Québec. Donc, on est à marée basse. Là, on voit le bateau qui est canté, Lévis est en arrière-plan. Puis là, ici, on est vraiment à l'anse au foulon. Et on voit les bateaux qui attendent la marchandise. Et ça, ces photos-là viennent de... C'est des archives que vous avez. On a à peu près, je vous dirais, une centaine de sources d'archives, environ 2000 photos, peintures, gravures qu'on récolte avec le temps. Là. Et chaque image, en fond, est répertoriée. On a la cote. Et dans le fond, on travaille avec des lieux aussi d'archives, comme Bibliothèque Archives Canada, la BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, en fait, on sort les trésors des voûtes. Même on est en Angleterre, en France, aux États-Unis, à Saint-Louis, c'est ça. Donc, on a plusieurs sources. On va regarder ici un petit peu ce que vous avez rapidement, sans tout montrer, mais
on veut insister les gens à venir voir. Venez faire un petit tour. On a des livres, on a, je vous dirais, facilement 1000 livres anciens, donc qui sont mis dans une bibliothèque particulière. Et on a des livres, c'est toute l'époque du 19e siècle, gravure de Jules Verne, dans son livre. Donc on voit un patriote, on voit un cageux qui est en train de parler à, dans le fond, une goélette là, qui s'est accostée à la cage. On va juste, je mettrai possiblement pas de voix. Je vais mettre juste une musique pour montrer un petit peu. C'est parce que c'est ici, là. Dans le fond, les gens visitent ça et vous demeurez en arrière, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et là, on a Francis Anne Hopkins. Donc, on voit les peintures de l'époque. Parce qu'il faut dire qu'avant 1860, c'était vraiment des peintures. Parce que, bon, la photographie a pris son essor en 1860. Donc, la plupart des photos qu'on a, le départ de la photographie est merveilleux. 1860. Ici, on voit le lac Saint-Pierre et on voit bien les cageux qui sont attachés au mât, tel Ulysse. Ici aussi, ça c'est une toile de Krigoff, 1867, une toile, une gravure de Bartlett, qui a inspiré Krigoff 1842, donc une vingtaine d'années, 25 ans plus tôt. Donc c'est un patrimoine qui a été vu partout en Europe, là. Parce qu'on était friands des belles images, des aventures. Tu sais, c'est le nouveau monde hein, à l'époque, là. Donc on est friands de ça. Donc, on invite les gens à venir vous visiter. C'est les Journées de la culture le 1er et 2 octobre. Peux-tu nous en parler un petit peu, Alexandre? Qu'est-ce qu'on va voir quand ça va être ici? Bien, en fait, on fait la visite de notre petit musée. À peu près de 45 minutes. Et on présente un film, Les Cageux, Le Vieux Prince et L'écume de l'enfer, qui est un film qui a été produit par l'ONF, auquel on a participé vivement. Donc ça, c'est une 19 minutes. Et aussi, on présente un film sur la reconstitution d'une cage, d'un radeau, pas d'une cage, en fait, la cage, c'est grand, d'un radeau qui est à l'extérieur ici. Donc, on présente la reconstitution sur film, le processus. Et à la fin, on va voir notre radeau qui est à l'arrière de la maison, dans notre propriété. Et vous êtes ouvert? On est ouvert toute la journée. On fait des visites guidées, donc on parle le matin 10h30, puis l'après-midi, donc on parle d'1 heure et 3 heures. Donc là, on accompagne. C'est tellement plus intéressant parce que les images parlent, mais là, on en parle plus. Oui, c'est ça. Vous êtes des bons médiateurs, de nous transmettez votre passion. Et est-ce qu'on doit réserver si on veut avoir les visites? Est-ce que vous conseillez pour cette fin de semaine-là qu'on vous appelle, qu'on vous contacte? On vous invite à aller visiter maisondescageux.com. Vous pouvez réserver, mais si vous voulez faire ça d'une façon plus spontanée le matin, soyez les bienvenus. C'est ça, les Journées de la culture, c'est dire « Hey, on a envie en famille de partir à l'aventure, vous êtes bienvenus. » Et découvrir un nouveau site à la Norette. On va vous souhaiter longue vie. Je sais que c'est votre première année. Je pense que vous avez bien vécu votre transition et votre implantation dans la Norette et tout. Là. Mais on va vous souhaiter longue vie puis continuer vos beaux projets. Il faut dire que les visites se font en fait en groupe maintenant. Donc si les gens sont intéressés, un groupe de 5 ou 6... de façon privée. Oui, c'est ça. On accommode pendant l'année ces visites. Bon, ben, c'est merveilleux. Puis, longue vie. On se reparlera au printemps prochain avec vos nouvelles expositions et vos nouveaux projets. On vous attend impatiemment. Merci. Plaisir. Et bienvenue à la Maison des Cageux.